Le premier frisson secoua le petit corps de Léo Moretti comme une décharge électrique à haute tension, un tremblement violent et contre nature qui fit tomber le hochet d'argent de ses mains et le fit rouler sur le coûteux tapis perçant. Un instant plus tard, ses yeux se révulsèrent jusqu'à ne montrer que le blanc, et son corps se raidit dans une convulsion terrifiante, ses petits bras et jambes se contractant en spasmes rythmiques et effrayants. La fièvre, qui était montée de manière sournoise et silencieuse tout l'après-midi, avait explosé avec la fureur incontrôlable d'un incendie dans une forêt sèche. Dehors, une chute de neige brutale, presque biblique, ensevelissait les Dolomites sous un manteau blanc et silencieux, isolant complètement le luxueux et moderne chalet du reste du monde. À l'intérieur, la panique explosait avec la même violence, tout aussi irrésistible. Alessandro Moretti, le père, se jeta sur son fils, un cri étranglé mourant dans sa gorge, en voyant son unique et précieux enfant se tordre sous l'emprise d'un démon invisible, sa respiration devenant un râle effrayant. Le chalet était un chef-d'œuvre de bois ancien et de verre, un joyau d'architecture moderne, niché au milieu des sommets enneigés, comme un diamant sur un drap de velours. Les grandes baies vitrées offraient une vue à couper le souffle sur un monde blanc et silencieux, un paysage d'une beauté sereine et, désormais, mortel. Mais la chaleur des cheminées crépitantes et le confort des canapés, design était une illusion, un décor vide. À l'intérieur régnait une panique froide et tranchante, plus glaciale que la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Alessandro, un homme obsédé par le temps et le contrôle, dont l'empire reposait sur la précision mécanique de montres de luxe qui mesuraient les secondes avec une perfection quasi divine, se sentit soudainement totalement impuissant. Depuis que sa femme était morte en couche, 10 mois plus tôt, il avait essayé de contrôler chaque aspect de la vie de son fils, l'entourant de spécialistes, de nounous et d'infirmières, comme s'il pouvait construire un mécanisme parfait pour le protéger. Mais maintenant, la nature se moquait de lui prouvant qu'aucun mécanisme, aussi complexe soit-il, n'est aussi fragile que le corps d'un enfant. Sofia Rossi, la nouvelle et humble domestique engagée depuis seulement une semaine, entendit les cris provenant du salon et son cœur se glaça instantanément. À 30 ans, elle avait cherché refuge dans ce travail isolé et bien payé pour fuir sa propre douleur, une perte personnelle qui l'avait vidée et laissée à la dérive. Elle venait d'un petit village oublié des Apennins, où elle avait grandi avec sa grand-mère, une femme sage et respectée, qui connaissait les secrets de la nature, une véritable herboriste. Elle lui avait appris à reconnaître les herbes qui calment la fièvre, les fleurs qui apaisent la douleur, les racines qui arrêtent les hémorragies. Une connaissance ancienne, transmise oralement de génération en génération, que Sofia portait en elle comme un trésor secret, un héritage fait de mains fortes, d'un cœur bienveillant, et Dieu qui savait observer. Elle ne savait pas encore que ce savoir, considéré comme inutile et obsolète dans un monde de spécialistes et de médecine moderne, était sur le point de devenir le seul et faible espoir dans cette prison de neige et de luxe. Désespéré et hors de lui, Alessandro réunit sa coûteuse équipe d'experts dans le grand salon, devant la cheminée crépitante qui semblait se moquer de la situation. Il y avait 2 nounous spécialisés en puériculture, venus de Genève, et une infirmière pédiatrique privée, engagée à plein temps pour surveiller la santé de Léo. Elles étaient son bouclier, sa police d'assurance contre le chaos de la vie. Mais la tempête avait coupé l'électricité, les lignes téléphoniques et toute possibilité de secours. L'hélicoptère médical, le seul espoir, ne pouvait pas décoller. Avec ce vent et cette visibilité, ils étaient piégés, complètement seuls, avec un bébé qui brûlait de fièvre et continuait d'avoir des convulsions par intermittence. Et face à cette réalité brutale et primordiale, le professionnalisme impeccable de son équipe fondit comme neige au soleil, révélant le vernis fragile de l'égoïsme et de la peur. La première à craquer fut l'une des nounous, la plus jeune. « Ça pourrait être une méningite », dit-elle, la voix tremblante d'une terreur incontrôlable, les yeux écarquillés. « C'est très contagieux. Sans hôpital, sans diagnostic certain, nous ne pouvons rien faire. Je ne peux pas risquer ma vie. » La seconde nounou hocha vigoureusement la tête, pâle comme un linge. Mais le coup de grâce, la trahison la plus amère vint de l'infirmière, la professionnelle en qui Alessandro avait le plus confiance, la femme qu'il payait une fortune pour sa compétence. « Monsieur Moretti, » dit-elle en évitant son regard, incapable de soutenir son désespoir. « Sans mon équipement de diagnostic, sans médicaments spécifiques,
J'ai les mains liées. Je pourrais faire plus de mal que de bien. C'est trop risqué pour nous tous. Le mieux est d'essayer de rejoindre le village à pied pour chercher de l'aide. » C'était une excuse pathétique, une façon transparente de masquer leur fuite, leur lâche abandon. L'une après l'autre, comme des rats quittant un navire en perdition au milieu de l'océan, elles prirent leurs affaires à la hâte. Enveloppées dans de lourdes vestes de ski, elles sortirent dans la tempête, disparaissant dans le blanc aveuglant du blizzard, laissant Alessandro seul, à genoux sur le tapis, tenant dans ses bras son bébé brûlant de fièvre, son petit corps secoué de tremblements. La trahison fut si totale, si inattendue, qu'elle lui coupa le souffle comme s'il avait reçu un coup de poing à l'estomac. Son argent, son statut, sa capacité à acheter le meilleur du meilleur, tout était devenu soudainement inutile. Une moquerie, cruelle. Il n'était qu'un père terrifié, piégé dans une cage de luxe avec son fils qui luttait pour sa vie. Alors qu'Alessandro était au bord de l'effondrement, écrasé par le poids de son impuissance et de sa solitude, il sentit une présence silencieuse et calme à ses côtés. C'était Sofia, la domestique que tout le monde avait ignorée toute la semaine, l'ombre qui se déplaçait silencieusement dans la maison, nettoyant et rangeant. Elle ne dit rien, elle ne fit aucune promesse vaine. Son regard n'était pas paniqué, mais d'une concentration calme et profonde, comme si elle analysait un problème complexe. Elle se pencha et, avec une délicatesse qui contrastait avec la violence de la situation, toucha le front brûlant de Léo du dos de sa main. Un éclair de reconnaissance traversa ses yeux. Puis, sans un mot, elle se leva et se dirigea d'un pas décidé vers la cuisine, laissant Alessandro seul avec un nouveau sentiment inexplicable, une fragile étincelle d'espoir, avec un calme impressionnant qui contrastait de manière presque surréaliste avec la panique qui flottait encore dans la pièce. Sofia commença à se mouvoir avec des gestes précis et anciens. Elle alluma la cuisinière à gaz de secours, la seule qui fonctionnait encore. Elle remplit une casserole d'eau et y jeta une poignée d'herbes séchées qu'elle avait reconnues dans le jardin de la propriété avant que la neige ne recouvre tout, cueillies par instinct lors d'une pause. Des fleurs de sureau et de tilleul, les remèdes sacrés que sa grand-mère utilisait pour les fièvres les plus tenaces, celles qui brûlent l'âme. Puis, du garde-manger, elle prit une bouteille de vinaigre de cidre et des linges de lin propres du trousseau. Elle n'utilisait pas la technologie, mais la sagesse de la terre. Un savoir transmis par des générations de femmes fortes. Alessandro l'observait depuis le seuil de la cuisine, d'abord avec la méfiance d'un homme qui ne croit qu'à la science et au diplôme accroché au mur. Que pouvait faire une simple domestique avec des herbes et du vinaigre contre une fièvre aussi violente? Cela lui semblait un rituel inutile, une superstition paysanne. Mais il vit ensuite l'assurance dans ses gestes, l'absence totale de panique, la compétence presque rituelle avec laquelle elle préparait ses simples remèdes. Et une petite et fragile étincelle d'espoir s'alluma dans son cœur désespéré. Pour la première fois de sa vie, il s'en remit à quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, qu'il ne pouvait pas acheter, qu'il ne pouvait même pas comprendre complètement. Sofia retourna dans le salon, apportant avec elle une bassine d'eau tiède et les linges imbibés. Avec une douceur maternelle qui brisa le cœur d'Alessandro, elle prit délicatement Léo de ses bras raides et effrayés. Elle le déshabilla de ses vêtements lourds et en sueur, le laissant en simple couche pour permettre à la chaleur de se dissiper plus facilement. Puis, elle commença à appliquer les compresses fraîches d'eau et de vinaigre sur son front, ses poignets, ses chevilles, les ganglions lymphatiques du cou, les points où le sang circule plus en surface et peut être refroidi. Le bébé, qui tremblait encore sous les secousses de la fièvre, sembla se calmer légèrement au contact de ses mains fraîches et sûres. Cette nuit fut la plus longue et la plus silencieuse de leur vie. Tandis que dehors, la tempête hurlait sa fureur contre les vitres de la villa, à l'intérieur du chalet se livrait une bataille silencieuse et désespérée. Sofia ne quitta pas le chevet de Léo un seul instant. Pendant des heures et des heures, elle continua à changer les compresses, à essuyer sa sueur, à essayer de lui faire boire quelques gouttes de l'infusion tiède. Elle lui murmurait de vieilles berceuses qui parlaient de montagnes, d'étoiles et de bergers, non pas pour l'endormir, mais pour le rassurer, pour l'ancrer à la vie. Ce n'était pas seulement un soin pour le corps, c'était un contact humain constant, une présence calme et rassurante qui semblait combattre non seulement la fièvre, mais aussi la peur et la solitude. Alessandro la regarda, assis dans un fauteuil non loin, impuissant,
un roi détrôné dans son propre château. Il voyait son dévouement, son endurance, sa patience infinie et inlassable, et il se sentit envahi d'une vague de honte et d'admiration qui l'étouffa presque. Ses spécialistes, payés à prix d'or, avaient fui au premier signe de réel danger. Cette femme, qui gagnait en un mois ce qu'il dépensait pour un dîner d'affaires, était restée, pas pour un salaire, pas par devoir, mais parce qu'elle avait un cœur. Et dans cette nuit de terreur, il comprit que c'était la seule et véritable compétence qui comptait vraiment. Finalement, aux premières lueurs blafardes de l'aube, alors que la neige cessait de tomber et qu'un timide soleil commençait à filtrer à travers les nuages chargés, le miracle se produisit. La température de Léo, qui était restée dangereusement élevée toute la nuit, commença à baisser. Lentement, presque imperceptiblement, mais constamment. Sa respiration devint plus profonde et régulière. Les tremblements cessèrent complètement. Et puis, il ouvrit les yeux. C'étaient des yeux fatigués, faibles, cernés, mais ils étaient lucides. C'étaient les yeux de son fils qui lui étaient revenus, du gouffre. Léo regarda autour de lui, confus, faible. Puis, il vit le visage de Sophia, qui veillait sur lui avec un sourire épuisé, mais infiniment doux. Et au lieu de pleurer comme il l'aurait fait normalement, il tendit une petite main et s'agrippa à son doigt, le serrant avec une force surprenante, comme pour la remercier, comme pour lui dire « Ne pars pas ». Et il se rendormit. Mais cette fois, c'était un sommeil paisible, profond, de guérison. La fièvre avait cédé. La bataille, contre toute attente, était gagnée. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, laissez un like pour soutenir notre travail et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à atteindre notre rêve de 1000 abonnés. Il ne manque que peu et votre aide est fondamentale. Que Dieu vous bénisse. L'aube apporta avec elle un silence nouveau, non plus menaçant, mais chargé d'une paix presque sacrée. La tempête s'était calmée et avec elle la fièvre de Léo. Alessandro s'approcha du petit lit où Sophia avait veillé son fils toute la nuit et sentit pour la première fois le front de l'enfant. Il était frais. Les larmes qu'il avait retenues pendant des heures coulèrent enfin, silencieuses, des larmes d'un soulagement si profond qu'il en était presque douloureux. Il regarda Sophia qui s'était affalée sur une chaise, endormie de pure et totale fatigue, son visage serein éclairé par la première lumière du soleil. À cet instant, elle n'était pas une domestique. Elle était un ange. Et il se sentit envahi d'une vague de gratitude et de honte si puissante qu'il se sentit petit, insignifiant. Au fil des heures, la normalité commença à reprendre ses droits. Le courant revint, et avec lui, les communications. La première pensée d'Alessandro fut d'appeler son médecin à Zurich, qui, alarmé, envoya immédiatement un hélicoptère. Mais lorsque le médecin atterrit et examina Léo, il ne put que confirmer le miracle. L'enfant était faible, déshydraté, mais la crise était passée. « Quoi que vous ayez fait, » dit le médecin en examinant les restes de l'infusion de Sophia, « ça a marché. Ce sont de vieux remèdes, mais parfois la sagesse populaire surpasse la science. Qui que ce soit, il a sauvé la vie de votre fils. » Alessandro, en silence, regarda Sophia, qui préparait un bouillon léger dans la cuisine. Mais alors que la paix revenait dans le chalet, une nouvelle tempête se préparait à l'extérieur. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement. Et la version des faits qui commença à circuler n'était pas la vraie. L'infirmière et les deux nounous, terrifiés à l'idée d'être accusés d'abandon de mineurs et de négligence criminelle, s'unirent pour créer une histoire de convenance, un mensonge construit pour se protéger et détruire la seule témoin de leur lâcheté. Elles contactèrent l'agence pour laquelle elles travaillaient et la famille d'Alessandro, dépeignant un tableau terrifiant et complètement déformé de la situation. Leur version était glaçante. La domestique, une femme étrange et superstitieuse, était devenue folle pendant la tempête. Elle les avait empêchés de soigner l'enfant avec des méthodes scientifiques, lui administrant des potions, dangereuses de son invention. Elle soutenait avoir été contrainte de fuir non par peur de la maladie, mais pour chercher de l'aide, pour sauver l'enfant de cette sorcière qui le tenait en otage. Le mensonge était si audacieux, si détaillé, qu'il semblait presque crédible, surtout pour ceux qui voulaient y croire. Le préjugé contre la paysanne ignorante était une arme puissante. La famille d'Alessandro, en particulier sa sœur aînée, une femme snob et autoritaire qui n'avait jamais approuvé le style de vie isolé de son frère, mordit à l'hameçon. Elle commença à bombarder Alessandro d'appels téléphoniques,
hurlant qu'il devait renvoyer immédiatement cette folle irresponsable et la dénoncer. « Comment as-tu pu permettre ça, Alessandro ? Confier mon neveu à une sauvage, tu perds le contrôle !» criait-elle. L'agence des nounous, craignant un procès à plusieurs millions et un dommage d'image catastrophique, se joignit au chœur, menaçant de mettre Alessandro sur une liste noire s'il ne prenait pas de mesures contre Sofia. Alessandro se retrouva piégé dans une toile de mensonges et de pression. Il connaissait la vérité. Il l'avait vécue dans sa chair. Mais le monde extérieur, son monde fait d'apparence, de statut et de professionnel, se liguait contre la seule personne qui avait montré un vrai courage. Il se sentit de nouveau seul, mais cette fois, sa bataille n'était pas contre la maladie, mais contre la stupidité et la méchanceté humaine. Sa gratitude envers Sofia se mêlait à une colère croissante contre ce monde hypocrite qui voulait punir une héroïne pour couvrir sa propre lâcheté. Sofia, ignorant la tempête qui se déchaînait à l'extérieur, se consacrait entièrement à Léo. Elle le soignait, le nourrissait, le ramenait lentement à la normale, avec la même patience avec laquelle elle avait combattu la fièvre. Mais elle percevait la tension chez Alessandro, voyait son visage tourmenté pendant les longs appels téléphoniques. Elle sentait que la paix qu'ils avaient conquise était fragile, menacée. Elle ne comprenait pas par quoi, mais son instinct lui disait que le danger n'était pas encore passé. Elle se sentait dans les limbes, suspendue entre la gratitude du père et l'hostilité d'un monde qu'elle ne connaissait pas. La pression sur Alessandro devint insupportable. Sa sœur annonça qu'elle arriverait le lendemain avec un avocat et un représentant de l'agence pour régler la situation. C'était un ultimatum. Là, voulait que la tête de Sofia sur un plateau d'argent. Alessandro passa une nuit blanche, tiraillé. Il pouvait céder, renvoyer Sofia avec une généreuse indemnité et retourner à sa vie tranquille, apaisant sa famille et le monde, où il pouvait se battre pour elle, pour la vérité, déclenchant une guerre familiale et juridique qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Il se sentit de nouveau lâche. Pendant des années, il avait apaisé sa sœur, évité les conflits, s'était caché derrière son travail et son argent. Mais son regard tomba sur une petite tasse sur la table de chevet. À l'intérieur, il restait un peu de l'infusion de tilleul et de sureau que Sofia avait donné à Léo. L'odeur était douce, réconfortante, et dans ce parfum, il revit la scène de cette nuit. Il revit la fuite des expertes, son propre désespoir et le courage silencieux de Sofia. À cet instant, il sut ce qu'il devait faire. Ce n'était plus une question de gratitude, c'était une question d'honneur, de justice. Et surtout, c'était une question de quel genre d'homme et de père il voulait être. Il ne se cacherait plus. Il affronterait la tempête, non pas celle de neige, mais celle bien pire du mensonge. Le lendemain, lorsque sa sœur arriva au chalet, accompagnée d'un homme en costume coûteux de l'agence, elle trouva Alessandro qui l'attendait. Mais ce n'était pas l'homme faible et arrangeant qu'elle s'attendait à trouver. C'était un homme nouveau, avec un calme glacial dans les yeux et une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. La bataille pour Sofia était sur le point de commencer et Alessandro, pour la première fois, était prête à se battre. La sœur d'Alessandro, Béatrice, entra dans le chalet avec l'air d'un général inspectant un territoire conquis. À côté d'elle, le représentant de l'agence, un homme à l'allure visqueuse avec un sourire faux, hochait la tête à chacune de ses paroles. Ils n'étaient pas venus pour écouter. Ils étaient venus pour exécuter une sentence. « Alors Alessandro, » commença Béatrice sans même le saluer, son ton n'admettant aucune réplique. « J'espère que tu as déjà renvoyé cette femme. Nous avons préparé un accord de non-divulgation. Elle signera, prendra son argent et disparaîtra. Et nous tirerons un trait sur cette histoire embarrassante. » Alessandro les écouta en silence, sans les interrompre, les laissant se dévoiler. Il les fit asseoir dans le grand salon, le même endroit où, 48 heures plus tôt, son fils avait lutté entre la vie et la mort. Sofia était dans la cuisine, mais il lui avait demandé de rester à portée de main. Il savait que cette confrontation était nécessaire, non seulement pour lui, mais aussi pour elle. « Avant de signer quoi que ce soit, » dit Alessandro, sa voix calme, presque contre nature, « j'aimerais que vous entendiez la version des faits directement de Sofia, et j'aimerais que vous voyiez mon fils. » Béatrice renifla, agacée. « Nous n'avons pas besoin d'entendre les mensonges d'une paysanne, et n'implique pas l'enfant dans cette histoire sordide. » Mais Alessandro fut inflexible. Il appela Sofia, qui entra dans le salon,
pâle, mais la tête haute. Elle portait Léo dans ses bras, qui, bien qu'encore un peu faible, la regardait avec une expression de confiance et d'affection totale. La vue de cette scène, de ce lien si évident, sembla seulement irriter davantage Béatrice. « Mademoiselle Rossi », commença l'homme de l'agence, d'un ton paternaliste et accusateur. « Nos employés, des professionnels avec des années d'expérience, affirment que vous avez interféré avec leurs soins, administré des substances non approuvées à l'enfant et les avez forcés à fuir pour chercher de l'aide. C'est une version des faits que nous considérons comme très grave. L'accusation avait été lancée, froide et précise, étudiée pour intimider et écraser Sofia. Sofia regarda l'homme, puis Béatrice, et enfin Alessandro. Elle prit une profonde inspiration. « Je n'ai forcé personne à fuir, dit-elle, sa voix claire et ferme. Elles sont parties parce qu'elles avaient peur. Elles ont abandonné un enfant malade. Je suis restée, et j'ai fait ce que ma grand-mère m'a appris à faire. J'ai combattu la fièvre avec les seules armes que nous avions, et j'ai gagné. » Sa simplicité était plus puissante que n'importe quelle plaidoirie. « Sorcellerie, superstition dangereuse », lança Béatrice, perdant son sang-froid. « Mon neveu est en vie par pure chance. Tu aurais pu le tuer avec tes herbes. » C'est à ce moment qu'Alessandro décida d'intervenir. Jusqu'alors, il était resté en retrait, un observateur. Mais il se leva et toute l'apathie, toute l'incertitude avaient disparu, remplacée par une fureur froide et contrôlée. « Silence, Béatrice, dit-il. » Et son ton était si glacial que sa sœur se tut brusquement, surprise. Il s'approcha du centre de la pièce, se plaçant entre sa sœur et Sofia, comme pour la protéger. « J'ai passé les dernières 24 heures à réfléchir, dit-il, s'adressant à tous mais parlant surtout à lui-même. J'ai réfléchi à ce que signifie être un expert. J'ai payé une fortune pour avoir les meilleurs. Et où étaient mes experts quand mon fils était en train de mourir? Ils ont fui. Ils ont choisi leur sécurité plutôt que leur devoir. Ils ont choisi la lâcheté. » Puis, il se tourna vers Sofia et son regard s'adoucit. « Et puis j'ai pensé à toi, Sofia. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'uniforme. Mais tu as quelque chose qu'ils n'auront jamais, du courage et un cœur. Tu es restée ici seule et tu t'es battue. Pas pour un contrat, pas pour un salaire, mais parce que c'est ce qu'il fallait faire. » Enfin, il se tourna de nouveau vers sa sœur et l'homme de l'agence, et sa voix devint une sentence. « Vous voyez cette scène ?» demanda-t-il en désignant Léo, qui s'était endormi paisiblement dans les bras de Sofia. « C'est la seule chose qui compte, c'est le résultat. Quand la technologie a échoué, quand les spécialistes ont fui, quand mon argent est devenu complètement inutile, cette femme est restée. » Il fit un pas en avant, et pour la première fois, Béatrice sembla avoir peur de lui. « Vous l'accusez de sorcellerie? Alors je vous dis que l'amour, le dévouement, le courage sont la magie la plus puissante qui existe. Et cette maison, à partir d'aujourd'hui, fera confiance à cette magie, et non plus à vos vaines qualifications. » Il conclut, avec un calme terrifiant. « Sofia, je n'ai pas renvoyé. Elle est la gardienne de cette famille. Et vous, dit-il en regardant d'abord sa sœur, puis l'homme, êtes priés de partir et de ne plus jamais revenir. L'agence recevra une lettre de mes avocats demain matin. Et toi, Béatrice, si tu essaies de te mêler à nouveau de ma vie ou de celle de mon fils, je t'assure que j'utiliserai chaque centime de mon patrimoine pour te détruire. » La menace, si directe, si impitoyable, laissa Béatrice et l'homme de l'agence sans voix. Ils avaient perdu. Ils avaient sous-estimé l'ours qu'ils avaient réveillé. Sans un mot de plus, ils se levèrent et partirent, laissant derrière eux le silence d'une victoire totale. Alessandro avait enfin trouvé sa voix. La voix d'un père. Aimez-vous cette histoire? Votre like nous aide beaucoup à continuer. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin. Maintenant, nous continuons la vidéo. L'expulsion de Béatrice et du représentant de l'agence fut comme un vent, purificateur qui balaya les derniers vestiges de l'ancien monde d'Alessandro. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il se sentit véritablement maître de sa maison et de sa vie. Il n'était plus un homme qui réagissait aux événements, mais un homme qui les déterminait. Et la première et fondamentale décision qu'il prit fut de construire un avenir basé non plus sur la peur et le contrôle, mais sur la confiance et le cœur. Sa relation avec Sofia se transforma. Le mur entre employeur et employé s'effondra définitivement, remplacé par un lien de profonde complicité et de respect mutuel. Alessandro ne la voyait plus comme la femme qui avait sauvé son fils,
mais comme la personne qui, lentement, le sauvait aussi de sa prison de solitude. Il lui demanda de rester, non comme domestique ou comme nounou, mais comme partie intégrante de leur vie, comme la gardienne du bien-être de Léo et, implicitement, de sa propre âme. Ensemble, ils entamèrent un parcours d'apprentissage. Alessandro, l'homme des mécanismes parfaits, se plongea avec humilité dans le monde imparfait mais merveilleux de la sagesse de Sofia. Il lui demanda de lui enseigner tout ce qu'elle savait sur les herbes, non par nécessité, mais par compréhension. Ils passèrent des heures dans le jardin qu'ils décidèrent d'agrandir, les mains dans la terre, tandis que Sofia lui expliquait les propriétés de la camomille, de la mélisse, du tilleul. Et dans ce processus, Alessandro apprit non seulement le nom des plantes, mais aussi à ralentir, à observer, à se connecter avec la nature d'une manière qu'il avait oubliée. Sofia, à son tour, trouva en Alessandro un ancrage de stabilité et une gentillesse qu'elle n'avait jamais connue. Il l'encouragea à cultiver son don, non à le cacher. Il mit à sa disposition des ressources pour étudier, pour approfondir ses connaissances en herboristerie de manière plus formelle, alliant la sagesse ancienne de sa grand-mère aux découvertes de la science moderne. Sa confiance en elle lui donna une nouvelle assurance, une nouvelle conscience de sa valeur, qui allait bien au-delà de son rôle de soignante. Leur amour s'épanouit de manière naturelle, presque inévitable, nourri par l'estime mutuelle et l'affection partagée pour le petit Léo. Ce fut un amour tranquille, mûr, né non pas d'une passion soudaine, mais de la lente construction d'un lien solide comme les montagnes qui entouraient le chalet. Ils se découvrirent deux âmes complémentaires, lui avec sa vision du monde, elle avec sa connexion à la terre, lui offrant protection, elle lui offrant des racines. Ils se marièrent un an plus tard, lors d'une cérémonie simple et privée dans le même salon où ils avaient mené ensemble leur plus grande bataille. Ils n'étaient que tous les trois. Léo, qui faisait maintenant ses premiers pas, fut leur petit et inconscient témoin, symbole vivant du miracle qui les avait unis. La maison, autrefois une salle d'exposition de luxe froide et un lieu de terreur, était enfin devenue un foyer, un lieu de chaleur et d'amour. Leur histoire, cependant, ne resta pas confinée entre les murs du chalet. Alessandro, inspiré par la sagesse de Sofia et tourmenté par le souvenir de la fuite des professionnels, ressentit le besoin de faire plus. Ensemble, ils créèrent une fondation au nom de sa défunte femme, une organisation dédiée à la promotion de l'intégration entre la médecine moderne et les remèdes naturels traditionnels dans les soins pédiatriques, en particulier dans les zones de montagne les plus isolées et défavorisées d'Italie. 2 ans après cette nuit de terreur, c'est une splendide journée ensoleillée dans les Dolomites. Le même chalet est maintenant plein de vie et de rire. Sur la pelouse devant, où il n'y avait autrefois que de la neige, un petit événement en plein air a été organisé. C'est l'inauguration d'un nouveau projet de leur fondation, un jardin didactique de plantes médicinales pour les familles de la vallée. Léo, maintenant un enfant en bonne santé et bavard de près de 3 ans, court joyeusement entre les parterres, humant les fleurs sous le regard attentif de son père. Alessandro n'est plus l'homme anxieux et tourmenté d'autrefois. Son visage est serein, ses yeux sourient. Il a appris à ne pas tout contrôler, mais à apprécier chaque instant, si précieux. Sofia, avec une autre vie qui grandit en elle, donne une petite leçon à un groupe de jeunes mères, leur montrant comment préparer une simple infusion pour la toux, transmettant son savoir avec une grâce et une assurance qui charment tout le monde. Elle n'est plus l'humble et silencieuse domestique, mais une femme forte et respectée, une enseignante. La tempête de neige n'avait pas seulement isolé le chalet, elle avait balayé un monde d'apparence vide, de fausse sécurité et de solitude. Et des cendres de cette crise, elle avait permis à une nouvelle vie de prendre racine, une vie basée sur la simplicité, la compassion et la découverte que le soin le plus profond, parfois, ne se trouve pas dans une fiole, mais dans le courage d'un cœur humain. Et maintenant, une question pour vous. Pensez-vous que les nounous et l'infirmière méritaient d'être dénoncés pour abandon, ou la perte de leur emploi et de leur réputation était-elle une punition suffisante? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Laissez un like si vous croyez que la sagesse du cœur est plus puissante que n'importe quel diplôme. Abonnez-vous pour d'autres histoires où la simplicité l'emporte sur la complexité. Commentez « La sagesse l'emporte » si vous aussi vous avez été touché par cette fin.